Si vous êtes fan des films Transformers, vous connaissez Sideswipe, cet Autobot introduit dans le second opus, se battant à l'épée et avec des roues à la place des pieds. En plus de posséder un design assez atypique et apprécié par beaucoup, son mode véhicule est un concept car de Corvette tout à fait particulier. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo analyse, on va découvrir ensemble l'histoire de Sideswipe sur grand écran, comment le personnage a été créé, mais aussi pourquoi il a été, selon moi, beaucoup trop sous-exploité. Let's go! Étant un Autobot assez apprécié de la première génération, sans pour autant être non plus un personnage de premier plan, l'histoire de Sideswipe dans les films commence avant même son apparition dans Revenge of the Fallen. En effet, il fait ses débuts dans le jeu vidéo PSP, adapté du premier long métrage. Le personnage se transforme ici en Lamborghini Murcielago, une référence probable à l'original qui se transformait lui en Lamborghini Countach. En dehors de cette esthétique vaguement basée sur la G1, accompagnée d'un mode robot qui ne fait pas franchement rêver à mon humble avis, pas grand chose à dire sur Sideswipe dans ce jeu. Je n'ai jamais joué à la version PSP de Transformers, donc je n'ai aucun attachement à ce dernier, même s'il a proposé plusieurs personnages assez cool qui n'étaient pas présents à l'écran. Alors que la pré-production du second film commençait, aussitôt après la sortie en salle du premier, il semblait évident que de nouveaux Autobots allaient rejoindre les rangs d'Optimus Prime. Dès la fin 2007, plusieurs artistes planchent sur Sideswipe, qui avait été choisi pour faire partie du deuxième opus. En novembre 2007, Ben Proctor, ayant travaillé sur beaucoup de designs du film précédent, réalise un design extrêmement préliminaire de Sideswipe. Comme indiqué en haut, c'est une Rough Study, une étude grossière si on veut traduire, c'est-à-dire un concept réalisé en tout début de production et qui ne prend pas en compte le véhicule choisi ou certaines orientations stylistiques. C'est donc pour ça que l'on a un Sideswipe, alors oui, il est rouge comme dans la G1, mais pour le reste, c'est des proportions qui auraient beaucoup plus convenu à un personnage comme Arcee. Il semble d'ailleurs posséder une sorte d'arme électrique, un concept qui ne sera jamais réutilisé, mais qui a peut-être servi d'inspiration pour Jolt, ou alors c'est peut-être juste une coïncidence. Parallèlement à cela, Hasbro a commissionné la société Massive Black pour créer des designs de certains personnages ou concepts en live action. Si vous avez vu mon iceberg des films Transformers, vous connaissez probablement déjà ce nom. Mais pour les autres, sachez qu'il s'agit d'une véritable mine d'or de concepts abandonnés ou non utilisés. Pour Sideswipe en l'occurrence, les équipes de Massive Black ont rendu leur design le 2 novembre 2007 avec comme indication qu'il allait se transformer en Corvette. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a probablement eu une incompréhension en interne, car la voiture que l'on voit sur le côté, ce n'est pas le concept car Corvette Stingray que l'on voit dans le film, mais une Corvette classique telle que connue à l'époque. Selon toute vraisemblance, soit Massive Black n'a pas eu accès au design de la nouvelle Corvette, et ils ont dû se débrouiller, soit l'information ne leur a pas été transmise. Cependant, malgré la non-fidélité de leur concept à la voiture, dont on reparlera juste après, ce sont à ma connaissance eux qui ont proposé en premier le point visuel le plus important du personnage, évidemment, ses roues à la place des pieds. C'est donc intéressant de voir que ce concept, il a été trouvé très tôt dans la production, et pour revenir sur le mode véhicule de Sideswipe, en effet, ce n'est pas une simple Corvette, c'est un concept car de Corvette Stingray, prenant inspiration dans le look de certaines versions iconiques de ce modèle dans les années 60, notamment la fameuse Corvette Stingray, en deux mots. Révélée officiellement début 2009, même si plusieurs photos avaient fuité sur le tournage du deuxième film Transformers, cette voiture est, encore à ce jour, la dernière Corvette à avoir été un concept car. L'objectif de ce genre de voiture, ça n'est pas de sortir en série, ni même de se vendre un jour. En revanche, c'est censé démontrer le savoir-faire d'une marque et préfigurer des futures évolutions de celle-ci. Dans le cas présent, le groupe automobile General Motors a eu le coup de pub parfait avec la sortie de Revenge of the Fallen. La voiture a immédiatement tapé dans l'œil de Michael Bay, évidemment, et ça leur a en plus permis de la mettre en avant dans l'un des plus gros films de l'année 2009. Ça pose tout un tas de questions en revanche sur la vraisemblance du film et sa logique, un peu à l'image de Bumblebee, qui se baladait en 2007 dans une forme de Camaro pas encore sortie. Sideswipe se change ici en une voiture qui n'est carrément pas destinée à être vendue un jour. Mais ça n'est honnêtement pas bien grave, car c'est cool. Oh oui que c'est cool. D'ailleurs, pour Dark of the Moon, 2 ans plus tard, c'est une version décapotable de la voiture qui sera portée à l'écran.
Une fois que le mode véhicule de Sideswipe a été défini, c'est Ben Proctor qui s'est de nouveau collé à la réalisation de son design final, daté de janvier 2008 et approuvé à cette période. On retrouve de nouveau ce principe de roue à la place des pieds, et la seule vraie proposition alternative que l'on a eue nous vient d'un autre artiste, Ryan Menderling, avec un concept plus large et des pieds classiques qui ne sera pas retenu. Pareil, au niveau du visage, avant d'aboutir à celui que l'on connaît, le seul autre que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est une tête qui ressemble un peu à un piaf. Genre sérieusement, on dirait un bec là. Mais donc au final, Sideswipe avait enfin son mode robot, qui contrairement à d'autres personnages, aura finalement été trouvé assez vite et avec peu de propositions différentes. Sideswipe est donc introduit dès la première scène d'action de Transformers Revenge of the Fallen, faisant probablement l'une des entrées les plus remarquées de toute la saga. La façon dont il est déployé face à Sideways, avec une transformation ultra stylée, un mix d'armes à feu et de corps à corps, et une démarche unique, je comprends qu'il laisse une première impression très forte. Après cela, il est majoritairement un soldat de background jusqu'à la fin du film, participant à la bataille en Égypte notamment. Dans Dark of the Moon, c'est un peu la même chose, il est là dans chaque scène d'action majeure, et l'une d'entre elles le voit de nouveau s'illustrer lorsqu'il affronte les Dreads avec Ironhide. Par la suite, notamment lors de la bataille de Chicago, il est de nouveau un soldat de second plan, mais survit et est vu avec les autres Autobots à la fin du film. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ce personnage était autant apprécié, car oui, c'est assez fou, mais véritablement, parmi les fans des films, il est souvent cité comme l'un des meilleurs Autobots, et j'ai longtemps eu du mal à le comprendre. Mais en écrivant cette vidéo, et en revisionnant les scènes du personnage, j'ai compris, ou en tout cas un petit peu. Bon déjà, on va se le dire, le concept de Sideswipe est cool sur le papier. Avoir un Autobot qui se déplace un peu différemment, avec des mouvements ultra fluides et ce côté très cool justement, rappelant un petit peu Jazz du premier film, ça peut avoir son effet. De plus, comme je l'ai dit précédemment, il laisse une forte impression dès sa première scène, donc peu importe ce que le perso fait par la suite, on se souvient de lui comme l'Autobot capable de faire ce genre de dinguerie. Et on retrouve un peu ça dans Dark of the Moon d'ailleurs, il a concrètement une seule scène pour se mettre en avant, allez, une scène et demie avec la course-poursuite sur l'autoroute, et à chaque fois il apparaît comme cool et relativement puissant. Le duo qu'il forme avec Ironhide est d'ailleurs plutôt sympa sur le papier. Le soldat bourrin est suréquipé, avec celui qui se bat au corps à corps et qui est plus dans la finesse. On apprend d'ailleurs dans les comics dérivés du film que c'est justement Ironhide qui a formé Sideswipe au combat, un lien entre les deux personnages qui aurait mérité d'être exploité davantage. Autre point qui a peut-être joué en sa faveur et auquel je n'avais finalement jamais pensé, mais parmi les nouveaux Autobots du second film, Sideswipe est le seul à être, correct, on va dire. Enfin oui, comme on l'a dit, il est sous-exploité, mais en comparaison des sœurs Arcee qui sont des abominations sur pattes avec 30 secondes de temps d'écran, et Skids et Mudflap qui ont valu à Michael Bay et Paramount d'être taxés de racistes, à tort ou à raison chacun est juge, et bien au milieu de tout ça, Sideswipe n'a pas fait de vague. Je trouve même que globalement, il constitue dans l'esprit une sorte de prolongement de Jazz du premier film, l'Autobot cool et sympathique, un peu mis en retrait mais apprécié par beaucoup. D'ailleurs, même visuellement, ils ont un peu en commun. Enfin, surtout pour le côté gris argenté quoi. Bon là, je vais aller dans un élément purement subjectif, mais je n'ai jamais été un grand fan de ce design. Je veux dire, oui, il a un concept cool et sur le plan de l'animation, Sideswipe est sympa à voir, mais pour ce qui est du pur plan visuel, c'est un gros robot gris quoi. Je trouve qu'il est beaucoup moins inspiré que les Autobots du premier film, même si encore une fois, il reste le moins pire des personnages introduits dans Revenge of the Fallen. Mais pour le coup là, on est purement sur de l'appréciation personnelle. En revanche, l'une des plus grandes questions qui se posent sur Sideswipe dans la timeline des films, c'est de savoir ce qui lui est arrivé entre le 3e et le 4e opus. A-t-il survécu aux attaques de l'unité Cemetery Wind et de Lockdown, ou a-t-il succombé comme la plupart des autres Autobots? Qu'on se le dise clairement, dans le canon des films, c'est-à-dire dans les longs métrages en eux-mêmes, on n'en sait rien. On peut supposer qu'il a été tué, compte tenu du sort connu par bon nombre d'Autobots. De même, le peu d'univers étendu autour d'Edge of Extinction ne donne pas d'informations concrètes sur ce qui a pu advenir de lui. Il faut donc se tourner vers d'autres éléments pour savoir si oui ou non Sideswipe est encore en vie.
Le premier élément concret qui nous donne des informations est un set de cartes sorti en 2014 en marge du film, avec différentes petites informations sur ce dernier. On a visiblement accès à une description alternative du long métrage, peut-être tirée d'un script préliminaire. On y apprend donc qu'après avoir sauvé Cade, Tessa et Shane, Optimus se rend à Monument Valley, comme vu dans le film, et il y retrouve alors Hound, Drift et Crosshairs, et apprend la mort de Ratchet, Leadfoot et Sideswipe. Alors, deux informations importantes. Dans cette version du film, qui n'est donc pas exactement celle qu'on a connue, en plus de Ratchet et Leadfoot, on devait assister via le drone du KSI volé par Cade à la mort de Sideswipe. Mais un élément important à prendre en considération, c'est que le script sur lequel était basée cette carte devait être très préliminaire, car Leadfoot y est désigné par son nom de code, à savoir Flash, et non pas donc son nom final. C'est visiblement une erreur de la part de l'éditeur de cartes, mais la présence même de ce nom montre qu'elles ont été produites très en avance. Mais pendant longtemps, c'est bien le seul élément que l'on a eu sur le sort de Sideswipe. Cependant, un autre élément rentre en compte. Vous vous souvenez de cette scène ? A handful of Autobots were given sanctuary after joint combat operations were abolished, thanks to our CIA unit, Cemetery Wind. Ici, on voit Harold Attinger, donc le directeur de l'unité Cemetery Wind de la CIA, jeter sur la table un ensemble de cartes avec les Cybertroniens morts ou encore en vie sur Terre à leur connaissance. Dans le film en lui-même, c'est difficile de tout voir, mais lorsque les cartes du film ont été vendues aux enchères il y a quelques années, dans le cadre d'une vente de pas mal d'objets utilisés sur le tournage des films du Bayverse, les fans attendaient de connaître la vérité. Est-ce que la carte de Sideswipe était marquée d'une croix, indiquant que le personnage était mort, ou est-ce qu'il était toujours en vie? Eh bien, on ne sait pas. Enfin, presque. Visiblement, la personne qui a fait l'acquisition de ces cartes n'a pas jugé bon de les partager sur le web, et certains fans ont donc dû utiliser les photos de la vente pour déduire celles qui étaient attribuées à tel ou tel personnage. Je vous invite à voir la très bonne vidéo de Theorimus sur le sujet d'ailleurs, si vous parlez bien anglais. La conclusion générale autour de ce sujet semble donc être que Sideswipe est bien toujours en vie. Et oui, visiblement, la carte qui lui appartient, d'après les quelques pixels flous des photos, n'est pas barrée, et indique donc qu'il est encore vivant. Mais est-ce que pour autant c'est la fin du mystère? Eh bien pas vraiment, car les cartes officielles, même si ce sont celles qui sont vues dans le film, sont remplies d'erreurs factuelles. Typiquement, Ironhide est marqué comme mort et vu pour la dernière fois à Chicago, alors que c'est à Washington qu'il a été abattu par Sentinel Prime. Bref, si on récapitule, ni Edge of Extinction ni The Last Night ne donnent d'informations sur le sort de Sideswipe, et les deux sources d'infos que l'on a sur le sort du perso semblent contenir des erreurs, l'une affirmant qu'il est mort et l'autre qu'il est vivant. Tout ce que je peux dire donc, c'est qu'à ce stade, autant vous faire votre propre sauce. Pourquoi pas imaginer qu'il est toujours vivant et qu'il survit quelque part, ou bien qu'il est mort au combat face à Lockdown, peut-être même qu'il est planqué à Cuba avec Simons. Mais toutes ces théories sur le sort de Sideswipe sont à l'image de la réputation dont jouit le personnage à l'écran, celle d'un bot ultra apprécié et qui compte de nombreux fans malgré le peu de considération que les scénaristes et Michael Bay ont eu pour lui. En poussant un peu mes recherches et en revenant sur le Sideswipe des films, je me dis qu'un des éléments importants autour de lui, c'est aussi ses nombreuses apparitions dans des médias dérivés. Il est présent aux côtés des autres Autobots, et notamment Ironhide, dans un paquet de comics, que ce soit chez IDW ou dans des magazines officiels. On en a parlé dans une autre vidéo, mais il joue également un rôle non négligeable dans la sublime web-série Transformers Cybermission. Wow, admirez-le quoi. Même chose, il est présent dans les jeux vidéo dérivés de Revenge of the Fallen, mais uniquement en tant que personnage additionnel ou très secondaire. Typiquement, dans la version principale sur console de salon, il faisait partie d'un DLC, qui comprenait d'ailleurs un skin alternatif pour lui, avec des teintes de rouge inspirées de l'AG1. Et ça peut sembler bête, mais ces quelques traces de rouge, sur ce design-là en particulier, ça le rend tout de suite beaucoup plus appréciable à mes yeux. Look out! Après, un point que j'ai peut-être parfois tendance à négliger dans mes analyses, car on n'est pas dans un Magnus Toy Show, c'est l'aspect jouets et produits dérivés. Entre le deuxième et le troisième film, Sideswipe a eu des tonnes de jouets, de partout et dans tous les formats. Je ne sais pas si c'est entre guillemets la simplicité du design, le partenariat avec General Motors ou autre chose, mais Hasbro a produit des
tas de Sideswipe entre 2009 et 2011. Sans pour autant être un personnage majeur du film, Sideswipe était l'un des persos les plus importants sur le plan commercial, ce qui, pour une licence comme Transformers, est évidemment important. C'est un cas qui me rappelle un peu Mirage dans Rise of the Beast, mais dans l'autre sens. Mirage, de son côté, occupe pour le coup vraiment un rôle central parmi les Autobots, étant le nouveau personnage du dernier film dans les rangs d'Optimus Prime. Et malgré cela, il n'a quasiment pas eu de jouets, ou en tout cas très peu, en comparaison de sa place dans la campagne marketing. Et c'est d'ailleurs pour cela que, comme je l'ai dit l'an dernier dans l'un des premiers épisodes du Magnus Toy Show, je pense que c'est un échec commercial, malgré sa réussite en tant que personnage. Mais pour un retour sur Mirage de Rise of the Beast, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher votre plus beau pouce bleu, la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.